Tunisie, Tarek Haddad, un meneur du mouvement de contestation à Tataouine, dans le sud du pays, a été libéré. Son arrestation avait exacerbé les tensions dans cette région marginalisée avec des heurts entre policiers et manifestants. En RDC, le ministre de la Santé a officiellement proclamé la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Cette 10e épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais a tué 2277 personnes. Et puis Madagascar célèbre cette année le 60e anniversaire de son indépendance. Le pays avait été l'un des premiers à se révolter contre le joug colonial. 60 ans après, la lutte pour l'indépendance semble encore d'actualité. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Malawi, le chef de l'opposition, Lazarus Chakwera, s'achemine vers une large victoire dans le scrutin présidentiel, rejoué mardi après l'annulation pour fraude de la réélection de Peter Mutharika en 2019. Le décompte provisoire de la radio-télévision publique et du quotidien The Times attribuait à Chakwera jusqu'à 59% des suffrages contre environ 38% seulement à son adversaire, le président sortant, Peter Mutharika. Plusieurs opposants des pays voisins du Malawi, comme Moussi Maïman en Afrique du Sud et Nelson Chamisa au Zimbabwe, ont déjà félicité sur les réseaux sociaux le chef de l'opposition pour sa victoire. Parlons toujours de l'élection présidentielle au Malawi. Il faut dire que le décompte des voix se poursuit. La commission électorale, qui doit proclamer les résultats d'ici le 3 juillet prochain, a prévenu qu'elle ne les annoncerait qu'une fois étudiées d'éventuelles plaintes. Voici les détails. En attendant le 3 juillet prochain pour la proclamation des résultats, le décompte des voix est en cours pour un scrutin historique organisé ce mardi au Malawi. Une élection présidentielle qui s'est tenue après l'annulation pour fraude de la réélection du sortant Peter Mutharika. Depuis que la commission a commencé à recevoir des résultats, elle les a examinés et prend ses décisions. Cela se fait district par district sans ordre de priorité. Et la commission comprend à quel point il est important de publier les résultats finaux. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que nous achevons ce processus rapidement. Cependant, cela ne se fera pas au détriment de la légalité du processus et de nos mesures de contrôle de qualité mises en place. Les Malawites se sont rendus en nombre aux urnes mardi dernier pour la deuxième fois en un an. 3 candidats étaient en lice pour la magistrature suprême. Il s'agit du sortant Peter Mutharika, du chef de l'opposition Lazarus Chakwera et de Peter Kuwani, issu d'un petit parti. Selon les nouvelles règles en vigueur depuis cette année, il faut désormais la majorité absolue des voix pour être élu au premier tour. Dans le cas contraire, un second tour va opposer les 2 candidats arrivés en tête. En Tunisie, Tarek Haddad, un meneur du mouvement de contestation à Tataouine, dans le sud, a été libéré. Son arrestation avait exacerbé les tensions dans cette région marginalisée, avec des heurts dimanche et lundi dernier entre policiers et manifestants. Les forces de l'ordre avaient procédé à d'intenses tirs de gaz lacrymogène pour disperser des centaines de manifestants qui avaient répliqué par des jets de pierre et des incendies de pneus. Reportage. Le tribunal de Tataouine a accepté la demande de libération du militant Tarek Haddad, arrêté samedi et poursuivi notamment pour participation à un attroupement de nature, à troubler la paix publique. Des sit-ins y ont été lancés depuis plusieurs semaines avec des tentes érigées dans plusieurs secteurs du gouvernorat. Les manifestants bloquaient ponctuellement certaines routes et les camions des sociétés d'exploitation de gaz et de pétrole. Tarek Haddad est le porte-parole du mouvement de protestation dans le gouvernorat de Tataouine pour réclamer les embauches et les investissements promis par le gouvernement en 2017. Tataouine n'a qu'une seule devise. Tataouine ne baissera jamais les bras. Nous allons protéger notre pays. Certains veulent installer le chaos dans le pays.
Ils ont utilisé des quantités énormes de gaz lacrymogène. Mais nous voulons leur dire que ce pays est à la fois le nôtre et le vôtre. C'est le pays de tous. Donc arrêtez l'oppression. On ne craint ni la prison ni la mort. Comme je l'ai dit, Tataouine n'a qu'une seule devise, la persévérance. On n'a pas peur, on ne craint rien. Tataouine aujourd'hui donne des leçons au monde. Après son arrestation, des heurts ont eu lieu dimanche et lundi. Les forces de l'ordre procédant à d'intenses tirs de gaz lacrymogène pour disperser les centaines de manifestants qui leur lançaient des pierres et incendiaient des pneus. Dans la nuit de mardi à mercredi, une autre ville du sud, 12, a connu des heurts similaires. Quelques centaines de personnes ont protesté contre des problèmes d'approvisionnement en eau dans cette ville aux portes du Sahara, située à 200 km à l'ouest de Tataouine. Mais durant la journée de ce mercredi, le calme est revenu à 12 et à Tataouine. Les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale ont clôturé hier mercredi 3 jours d'audience dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et entamé leur délibéré. La CPI a tenu ses audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par sa procureure à la suite des acquittements de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé prononcés en janvier 2019. Pendant 3 jours, l'accusation a défendu sa demande d'annulation des acquittements prononcés le 15 janvier 2019 en dénonçant des vices de procédure. Le bureau du procureur affirme que les juges n'ont pas respecté les formes lorsqu'ils ont prononcé les acquittements en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais pour l'avocat de l'ancien président ivoirien, la procureure Fatou Bensouda cherche à rejeter la responsabilité de son échec sur les juges, à sauver la face alors qu'elle a pu enquêter et présenter ses témoins pendant 3 ans. L'avocat souligne que l'accusation n'a pas fait appel sur la responsabilité de Laurent Gbagbo sur le fond de l'affaire. Pour donc conclure ces 3 jours d'audience, la substitut du procureur a estimé que la gravité des faits et le statut de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé imposaient que justice soit rendue. Hélène Brady a expliqué que l'accusation ouvrirait une nouvelle affaire si les juges acceptaient d'invalider le procès intenté contre l'ancien président ivoirien et l'ex-chef des jeunes patriotes pour des crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Pour rappel, la question clé de ces débats était de savoir si les erreurs de droit qu'aurait commises la Chambre de première instance sont telles qu'elles auraient pu modifier la conclusion finale, celle d'acquitter. C'est sur cette question notamment que les juges vont désormais devoir délibérer. Au Sénégal, le président Macky Sall s'est mis en quarantaine. Il a pris cette décision après avoir été testé négatif au Covid-19. Plus de précisions à travers cet élément. Testé négatif au coronavirus, le président sénégalais Macky Sall s'est mis en quarantaine pour une durée de 2 semaines à compter de ce mercredi, suivant les recommandations médicales en la matière. D'après son ministre conseiller en communication, Seydou Gueye, le test a été effectué après que Macky Sall ait été en contact avec une personne dont le test à la Covid-19 s'est révélé positif. Près de 4 mois après l'apparition de la maladie dans le pays, 6129 personnes ont été infectées par le coronavirus à ce jour et 93 autres en sont décédées. Le Sénégal compte aussi 4072 personnes guéries et 1963 sous traitement. Toutefois, une partie du personnel en charge de la riposte exprime un malaise. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal demande à l'État des mesures pour la protection, le respect et la sécurité des agents de santé sur le terrain. De leur côté, des médecins contractuels engagés dans la prise en charge contre le coronavirus dénoncent des manquements et des retards de salaire.
En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a officiellement proclamé ce jeudi la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Il s'agit de la deuxième la plus grave depuis la découverte du virus en 1976. Déclaré le 1er août 2018, cette 10e épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais a tué 2277 personnes. On l'écoute. Chers compatriotes, à ces jours du jeudi 25 juin 2020, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comparée aux précédentes, cette dernière était la plus longue, la plus complexe et la plus meurtrière, dont 2277 personnes décédées. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom du gouvernement toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers. 1171 personnes s'en sont sorties guéries grâce aux innovations dans la lutte et dans la recherche sur le vaccin et le médicament. Au moment où nous déclarons la fin de cette 10e épidémie, notre pays fait face à la 11e qui s'est déclarée à Mbandaka dans la province de l'Équateur depuis le 31 mai 2020. Madagascar célèbre cette année le 60e anniversaire de son indépendance. Avec l'Indochine, la Grande Île avait été l'un des premiers pays à se révolter contre le joug colonial en 1947, mais avait attendu 1960 pour accéder à l'indépendance. 60 ans après, la lutte pour l'indépendance semble encore d'actualité. Reportage. La douleur est encore vive et les marques toujours présentes sur son corps. Randy Mamounz a 20 ans en 1947 lorsqu'il refuse les travaux forcés, pourtant abolis un an plus tôt par les colons français. Un affront qui lui coûte 7 ans de prison. Tous les matins, on nous faisait monter la colline. Ce sont les tirailleurs sénégalais qui nous surveillaient et qui nous fouettaient comme des zébus qui tirent une charrette. Ils nous faisaient marcher à 4 pattes sur des cailloux en faisant des allers-retours, 2 ou 3 fois. Ça nous écorchait la peau. Et aujourd'hui, j'ai encore les cicatrices sur mes genoux et dans mon dos. Les Sénégalais nous disaient « Est-ce que vous vous rendez ?» Et moi je disais « Je préfère mourir avec mes frères tombés à Moramanga ». L'insurrection de 1947 à Madagascar est, avec la guerre d'Indochine, l'un des premiers mouvements de lutte pour l'indépendance face aux Français. Le soulèvement est réprimé dans le sang par la France. Entre 30 000 et 90 000 Malgaches sont tués ou meurent de faim et de froid dans les forêts. Une page sombre de l'histoire qui révolte ses élèves. Il y avait des traîtres qui dénonçaient des Malgaches. Certains Malgaches se sont cachés dans la forêt. Il y avait des enfants, des bébés, des femmes enceintes, ça me rend tellement triste. Ils les ont fusillés et les ont poussés dans un trou. Ils les enterraient vivants. Il faudra attendre 1960 pour que Madagascar obtienne enfin son indépendance. Mais selon cette historienne, la fin de la colonisation n'est pas synonyme d'émancipation. Plus encore qu'en 1960. Nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants. En 1960, on était dépendants de l'ancienne puissance colonisatrice de la France. Maintenant, nous dépendons non seulement de la France, mais nous dépendons aussi des grandes organisations financières internationales. S'il existe encore à Madagascar quelques bâtiments rendant hommage aux colons français, la plupart des symboles coloniaux ont été retirés, comme la statue du général Gallieni qui trônait sur l'avenue de l'Indépendance. Elle a été remplacée dans les années 70 par un monument à la gloire des combattants de 1947. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.